La plupart d'entre nous avons appris à survivre en réagissant, pas en choisissant. On nous a appris à supporter le poids des circonstances, comme si endurer était équivalent à vivre. Mais il y a un coup caché dans cette résistance automatique. La fracture silencieuse du caractère, l'usure psychologique d'essayer de contrôler tout sauf ce qui compte vraiment. Le bien-être, bien qu'annoncé comme un prix, n'est pas un trophée que l'on atteint d'un coup, ni une promesse vide des livres de développement personnel. C'est une pratique quotidienne, une discipline mentale qui ne fait pas de concessions et exige une honnêteté brutale envers soi-même. Les anciens stoïciens n'ont pas écrit pour avoir l'air sage, mais parce qu'ils savaient ce qu'était la défaite, la perte et l'impuissance. Leur héritage n'est pas une recette magique, mais un entraînement. Maîtriser l'attitude, pas l'environnement. Répondre avec clarté, pas avec des impulsions. Aujourd'hui, au milieu du bruit et de la pression constante, il est facile de céder au chaos intérieur, de chercher des coupables, de se distraire avec des excuses. Ce qui est difficile, et ce qui fait la différence, c'est de s'arrêter, d'observer et de choisir avec rigueur mentale. Tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler ton esprit. C'est la ligne qui sépare ceux qui répètent des schémas de ceux qui prennent le contrôle. Ici, nous ne parlons pas de perfection ni de promesses vides, mais d'habitudes que l'on peut pratiquer. 10 mécanismes stoïciens pour construire une force intérieure et une tranquillité, non pas pour fuir la vie, mais pour l'affronter avec sérénité et courage. Si tu cherches le confort, ce n'est pas ton chemin. Si tu veux une vraie liberté, commence par entraîner ta réponse. Respire avant de réagir. La vérité est que la plupart des gens réagissent comme des automates à toute provocation, comme si la vie leur devait une explication immédiate ou une issue favorable à leurs attentes. Vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de contrôle, et chaque fois que vous réagissez à un mot, un regard ou un contretemps, vous montrez que vous n'êtes pas maître de vous-même. Croyez-vous vraiment que vous pouvez parler de liberté si vous êtes esclave de vos premières impulsions? L'impulsion immédiate, cette étincelle qui vous pousse à élever la voix, à envoyer le mauvais message ou à prendre une décision dont vous vous repentirez une demi-heure plus tard, est le mécanisme mental qui vous maintient piégé dans le même cycle de faiblesse et de regret. Les gens se justifient en disant que c'est comme ça que je suis, que je ne peux pas m'en empêcher, alors que la réalité est que vous vous êtes habitué à vivre sans frein interne, sans ralentir le poids de l'émotion avant de la déverser sur le monde. Respirer avant de réagir n'est pas un conseil mou, ni une technique d'auto-assistance bon marché. C'est le premier filtre pour ne pas être marionnette de vos émotions. La pause, ce moment de respiration, ne vous rend pas moins courageux ni moins authentique. Au contraire, c'est une coupure radicale avec la routine du désordre. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas ressentir de colère, de peur ou de frustration, mais d'avoir la force de soutenir ces sentiments, de les regarder en face et de décider s'il vaut la peine d'investir votre énergie en eux ou s'ils ne vont que fracturer davantage votre caractère. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer leurs émotions, mais à éviter que les émotions ne les contrôlent. C'est aussi simple que cela. Celui qui ne s'arrête pas se trahit lui-même. La maîtrise de soi commence à ce moment inconfortable où vous pouvez sentir votre pouls s'accélérer et, au lieu d'exploser, vous choisissez de respirer. Parce que si vous n'êtes pas capable de tenir quelques secondes entre le stimulus et la réponse, vous ne serez pas non plus capable de changer quoi que ce soit de profond dans votre vie. N'attendez pas de ressentir une calme automatique. Cela ne viendra pas. Au début, la pause est inconfortable, presque insupportable, car votre esprit exige une gratification instantanée, exige d'avoir raison et de déverser le poids de l'émotion sur le champ. Mais cet espace qui semble d'abord inutile, est exactement l'endroit où commence le véritable entraînement mental. Chaque fois que vous l'appliquez, même maladroitement, vous brisez des années de réaction automatique. Vous construisez, pas à pas, le muscle invisible de l'autocontrôle, le seul qui compte vraiment quand tout le reste s'effondre.
Personne ne va vous applaudir pour avoir respiré avant de répondre. Personne ne remarquera la bataille intérieure. Mais c'est là, dans cette seconde invisible, que se définit si vous êtes maître ou victime de vous-même. La plupart des gens n'essaient jamais parce qu'il est plus facile de se plaindre que de se contenir. Parce qu'il est plus confortable de blâmer le monde que d'admettre que la réaction était enfantine, précipitée, insuffisante. Vous n'êtes pas une exception. Si vous ne vous entraînez pas à la pause, vous continuerez à donner votre pouvoir à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle personne qui se mettra sur votre chemin. Il faut le dire clairement, celui qui ne respire pas, répète. Celui qui ne se retient pas, s'affaiblit. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de réagir, rappelez-vous ceci. Votre première réaction est presque toujours la moins digne de vous. Respirez. Gagnez le droit de choisir votre réponse, même si personne ne le voit, même si personne ne l'apprécie. Parce que ce n'est qu'alors que votre vie commence à cesser d'être une réaction en chaîne et devient une décision consciente. La force naît dans le silence entre le stimulus et la réponse. Ne la gaspillez pas. 2. Décide de ton approche chaque matin. Ton réveil sonne et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Sans y penser, tu es déjà en train de consulter des messages, des nouvelles, des notifications absurdes. Tout à coup, ton esprit appartient déjà aux autres, à l'urgence, à l'extérieur, à ce que tu n'as même pas choisi. Et tu n'es même pas encore sorti du lit. Ce n'est pas un hasard si la plupart de tes journées commencent chargées d'anxiété ou de fatigue mentale. Tu te lances dans le monde sans avoir décidé, ne serait-ce qu'une seconde, comment tu veux l'affronter. Le pilote automatique te traîne dès la première minute et ce qui se passe ensuite n'est qu'une réaction en chaîne. Tu penses que tu n'as pas le temps de choisir ton approche, mais la vérité est que tu te la voles à chaque fois que tu permets à l'extérieur de marquer ton ton intérieur. Le monde veut que tu réagisses, pas que tu décides. Il veut ton attention dispersée, ta volonté faible, ton esprit disponible pour n'importe quel stimulus. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne te demandes pas quelle attitude tu vas cultiver aujourd'hui, tu deviens un reflet de ce qui se passe à l'extérieur et non de ce qui compte vraiment à l'intérieur. Il y a une habitude invisible, presque subversive, que les stoïciens défendaient, celle de commencer la journée en prenant une position intérieure, sans la laisser au hasard ni à la pression de l'environnement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, avant de faire face à l'Empire et aux difficultés quotidiennes, en se rappelant quel type de personne il voulait être et comment il réagirait face à l'ingratitude, à l'injustice, à la difficulté. Ce n'était pas de l'optimisme bon marché, ni de la magie de la pensée positive. C'était une déclaration d'intention contre le chaos. Cela signifie s'arrêter avant que le bruit extérieur ne t'atteigne et te demander, avec une brutalité honnête, d'où vas-tu vivre cette journée? Il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer, ni d'éviter le stress, mais de choisir, en toute conscience, le filtre à travers lequel tu vas regarder ce qui se produit. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue se trouve dans ces 30 secondes de clarté avant que tout commence. L'esprit humain, par défaut, recherche le confort et la familiarité. Il te maintient dans les mêmes schémas de préoccupation, dans les mêmes plaintes, dans la même sensation que tout te dépasse. Le travail du matin n'est pas de te motiver artificiellement ni de te remplir de phrases vides. C'est de regarder de front les défis, la fatigue, l'incertitude et de décider si tu vas laisser cela te conditionner ou si tu vas exercer le droit inconfortable de choisir ta perspective. Personne ne peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, ni d'une heure de méditation, ni d'une liste interminable d'objectifs. Tu as besoin de la conviction, même silencieuse, que ton état mental n'est pas à vendre chaque fois qu'un nouveau jour se lève. Ce que tu décides au réveil devient la racine de toutes tes réponses. Ce que tu ne décides pas finit par être décidé par l'inertie de tes émotions et par la pression de l'environnement. L'approche matinale est un investissement minimal qui rapporte des dividendes toute la journée.
Il y a des jours où la lassitude pèse 3 fois plus et tu ne veux rien choisir. C'est justement là que se forge la fermeté intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer la difficulté, mais de la regarder sans fioriture et de décider comment tu vas te comporter indépendamment d'elle. Le monde peut te donner des raisons de ressentiment ou d'apathie, mais tu peux te donner des raisons de clarté et de dignité. C'est ainsi que commence le véritable changement. Non pas quand la vie s'améliore, mais quand tu améliores la façon dont tu l'affrontes. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de l'auto-affirmation. Décide de ton approche avant que le monde ne décide pour toi. L'attitude ne s'improvise pas, elle s'entraîne à l'aube. Le jour où tu choisis comment tu vas regarder la vie est le jour où tu reprends le contrôle que tu avais offert. 3. Sois maître de ton attention. Je te l'avoue sans détour, la majeure partie de ma vie, j'ai eu l'impression que mon attention ne m'appartenait pas. C'est inconfortable de le reconnaître, mais la réalité est brutale. Il suffit d'observer comment, minute après minute, l'esprit s'immisce dans des conversations inutiles, ressasse des griefs passés, s'obsède sur des détails sans importance ou se perd dans des distractions qui n'apportent rien. Ce n'est pas seulement le bombardement de notifications ou les réseaux sociaux, c'est cette tendance presque addictive à abandonner l'important pour l'immédiat, l'essentiel pour le superficiel. L'attention, qui devrait être ton outil le plus précieux, finit par devenir un terrain de manipulation et de gaspillage. Ce n'est pas un hasard. Le monde moderne a transformé la dispersion en norme et la concentration en rareté. Mais la racine est plus profonde. Ce n'est pas seulement que l'environnement te vole ton attention, c'est que tu l'abandonnes toi-même sans trop lutter. Il existe un mécanisme mental qui s'active chaque fois que tu choisis de t'anesthésier avec des stimuli faciles, chaque fois que tu remets à plus tard une tâche inconfortable ou que tu permets à d'autres de définir tes priorités. Le résultat est une dette silencieuse. Tu perds la capacité de diriger ta vie parce que tu n'entraînes pas la discipline de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. L'attention ne se disperse pas sans raison. Elle se disperse parce qu'il est douloureux de soutenir l'inconfort, parce qu'il est difficile de regarder en face ce qui exige un effort soutenu. Il est plus simple de sauter d'une distraction à une autre que de faire face au travail réel, à la conversation en attente, au silence inconfortable qui oblige à penser. Le problème est cumulatif. Chaque fois que tu renonces à décider sur quoi te concentrer, tu renforces cette fracture interne qui te rend de moins en moins capable de soutenir un but propre. L'environnement le sait et en profite, mais la première défaillance est personnelle. Le contrôle de ton attention n'est pas un luxe ni un truc de productivité. C'est la base de tout changement profond. À ce à quoi tu prêtes attention, tu donnes du pouvoir. Si ton attention est fragmentée, ta vie le sera aussi. Voici le filtre qui déforme ton expérience. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'as pas de paix ou de volonté. Les stoïciens l'ont compris bien avant l'ère de l'addiction numérique. Épictète disait que n'est pas esclave seulement celui qui obéit à un maître, mais celui qui ne peut gouverner ses propres pensées. L'esprit indiscipliné est un terreau fertile pour l'anxiété, pour la plainte, pour la dépendance aux stimuli extérieurs. Tu ne peux pas parler de liberté si ton attention est enlevée toutes les demi-heures par n'importe quoi qui se passe en dehors de toi. C'est ici que l'habitude stoïque devient radicalement pratique. Il s'agit d'établir de petites murailles internes, décider avec clarté et fermeté où tu vas mettre ton focus et le protéger comme s'il s'agissait de ta seule richesse personnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les distractions car c'est impossible, mais de choisir consciemment quand et comment tu t'exposes à elles. C'est inconfortable au début parce qu'il semble que tu te perds quelque chose, mais ce que tu perds vraiment, c'est ta propre vie lorsque tu ne choisis pas dans quoi tu t'immerges. Fais l'essai, identifie pendant 1 heure quelle chose te distrait et questionne pourquoi tu leur laisses entrer. Tu verras que la plupart sont des habitudes automatiques, des routines mentales que tu ne remets jamais en question.
Changer cela exige une décision inconfortable, presque douloureuse. Dire non à la satisfaction instantanée pour construire une attention plus forte. C'est ça la véritable autodiscipline. Soutenir l'inconfort de choisir le focus lorsque tout conspira pour te disperser. Un esprit dispersé est une vie en pilote automatique. Un esprit concentré est une vie délibérée. Tu peux choisir à quoi tu penses, mais tu peux aussi refuser de donner ton attention pour rien. Le contrôle de l'attention est l'entraînement invisible du caractère. Si tu ne la diriges pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne peut te voler ce que tu ne donnes pas. 4. Libère-toi du résultat. Une main serre le dé avant de le lancer, les articulations tendues, la respiration retenue. Pendant un instant, tout le corps se prépare à l'issue. La rotation, le bruit sec contre la table, la chute finale du sort. Mais dès que le dé roule, dès qu'il quitte les doigts, le contrôle disparaît. Ce qui se passe ensuite n'est plus entre tes mains, même si toute ta tension veut s'accrocher au résultat. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il s'obsède avec ce qu'il ne peut pas garantir. Tu presses, tu forces, tu t'épuises, comme si presser plus fort pouvait influencer ce qui est hors de ta portée. La vie est pleine de ces dés lancés. Une conversation que tu as préparée, un projet dans lequel tu as mis ton âme, une relation dans laquelle tu as investi des années. Tu fais ce que tu peux, tu donnes le meilleur de toi-même, mais au fond, tu veux une garantie que cela se passera comme tu l'espères. Tu vis enchaîné à l'issue, et cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle pèse dans la mâchoire serrée, dans les épaules chargées, dans l'anxiété qui t'accompagne comme une dette qui ne se paie jamais. L'habitude stoïque de se libérer du résultat n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans son état pur. Il s'agit d'entraîner le muscle de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis les pensées que tu vas nourrir. Regarde tes mains après avoir fait ce qu'il fallait. Si tu continues à t'accrocher au résultat, tu perds de l'énergie et de la paix mentale. Si tu lâches prise, tu retrouves un espace intérieur que personne ne peut te ravir. Observe-toi lorsque tu termines une tâche. Est-ce que tu continues à passer en revue chaque possible échec, chaque réaction des autres, chaque futur hypothétique? C'est vivre hypothéqué au résultat. Et chaque jour que tu le fais, tu remets ta sérénité à des variables que tu ne pourras jamais contrôler totalement. Il ne s'agit pas de cesser de t'efforcer, ni de revenir au cynisme de « je me fiche de tout ». Il s'agit d'une maturité brutale. Tu agis, tu t'investis, mais tu te détaches du désir que le monde te rende exactement ce que tu attends. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, l'imperturbabilité face à l'incertain. Tu la ressens quand, après avoir fait ce qu'il fallait, tu peux cesser de ruminer, cesser de vérifier ton téléphone, cesser de regarder du coin de l'œil la réaction des autres. C'est ce moment où, même si l'issue n'est pas parfaite, tu choisis de ne pas te punir, ni de te célébrer excessivement. Parce que ni les éloges, ni l'échec ne te définissent vraiment. Seulement ce que tu as fait avec ce qui dépendait de toi. Le reste, ce sont des dés dans les airs. L'entraînement commence dans le petit. Tu remets un rapport, tu passes un appel difficile, tu donnes un avis sincère. Ta tâche n'est pas de garantir la réponse, mais d'être impeccable dans ton action. Chaque fois que tu lâches l'obsession du résultat, tu deviens un peu plus libre. C'est une habitude inconfortable parce que l'esprit veut contrôler chaque détail. Il veut de la certitude. Il veut une récompense immédiate pour ne pas se sentir vulnérable. Mais la liberté intérieure naît là, dans le renoncement volontaire à l'illusion de contrôle. Tu peux te briser de l'intérieur chaque fois que le monde ne suit pas ton scénario, ou tu peux apprendre à lâcher le scénario et à répondre avec dignité, sans te perdre dans la frustration. Tu n'es pas tes succès ni tes échecs, tu es la qualité de ce que tu donnes. Le reste n'est pas ta propriété, même si cela fait mal. Personne ne peut vivre en paix tant qu'il est dépendant des applaudissements ou du rejet. Seul celui qui lâche le résultat peut vraiment se reposer. Fais ce qu'il faut, lâche le reste. Le poids de ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. La liberté se ressent légère.
5. Remercie avec les pieds sur terre. Tu ne mérites rien simplement parce que tu existes. C'est la vérité que personne ne veut entendre et que presque tout le monde esquive avec des discours d'auto-indulgence et de gratitude creuse. On t'a vendu le mensonge selon lequel remercier consiste à répéter des phrases positives ou à te forcer à te sentir bien pour tout ce que tu as, comme si cela suffisait à changer ta réalité. Mais la gratitude n'est pas une anesthésie émotionnelle, ni une technique bon marché pour masquer tes frustrations. C'est de la lucidité, pas du réconfort. Remercier avec les pieds sur terre signifie regarder le solde réel de ta vie, reconnaître ce qui est sans l'embellir, et accepter aussi ce qui fait mal, ce qui manque, et ce qui ne se réparera pas simplement parce que tu le désires. Ne confonds pas gratitude avec conformisme, ni avec abandon. Ce qui importe, c'est que tu n'utilises pas la gratitude comme excuse pour éviter de prendre en charge ce que tu peux réellement transformer. Beaucoup utilisent la gratitude comme un déguisement pour ne pas faire face à leur manque. Ils se disent « je dois être reconnaissant, il y a des gens qui vont pire », et avec cela, ils se résignent à la médiocrité, aux relations toxiques ou aux routines qui les épuisent. Ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté camouflée. La véritable gratitude exige une honnêteté brutale, voir le bon sans nier le mauvais, apprécier ce que tu as sans fermer les yeux sur ce qu'il te reste à construire. Si tu remercies seulement pour te sentir mieux, tu te mens. Si tu remercies pour éviter l'effort et justifier le statu quo, ce que tu fais, c'est te fragiliser. La gratitude lucide est inconfortable car elle t'oblige à reconnaître que tout peut se perdre, que rien n'est garanti et que ce que tu as aujourd'hui est fragile, temporaire et souvent immérité. Tu n'as pas tout gagné. Tout ne t'a pas été donné par justice. Il est arrogant de supposer que tu mérites plus simplement parce que tu respires. La vie ne négocie pas avec tes attentes. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas heureux qui a le plus, mais qui a le moins besoin. Mais n'utilise pas cette phrase comme un bouclier pour ne pas aspirer à plus, mais comme un rappel de ce que tu contrôles réellement peu. La gratitude stoïque est un exercice de réalité, pas de fantaisie. Elle ne te demande pas de feindre la joie. Elle exige que tu vois ta vie telle qu'elle est, sans embellissement ni drame. Si aujourd'hui tu as la santé, la stabilité ou de l'affection, comprends que cela peut changer à tout moment. Ne t'accroche pas, ne réagis pas avec l'arrogance de croire que le monde te doit une continuité. La gratitude n'est pas passive, c'est la base pour agir avec plus de clarté, pas avec moins d'ambition. Remercier n'est pas se rendre, c'est se préparer à ce qui vient tout en tirant la valeur de ce que tu as aujourd'hui. Si tu te contentes de remercier automatiquement, sans réfléchir, tu es aussi irresponsable que celui qui ne fait que se plaindre. Ce sont deux façons de refuser de grandir. La véritable gratitude est une position active. Tu reconnais ce qui est et tu l'utilises comme point de départ, pas comme excuse pour rester immobile. Tu remercies le bon, tu l'acceptes, puis tu te lèves pour travailler sur ce qui manque. Tu ne dois pas à la vie une gratitude servile, tu te dois à toi-même l'obligation de ne pas gaspiller ce que tu as. C'est cela la dignité, c'est cela le courage. Arrête d'utiliser la gratitude comme un analgésique. Utilise-la comme un diagnostic. Fais le bilan sans craindre l'inconfort. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Ce que tu ressens aujourd'hui, tu peux le transformer si tu cesses de te mentir. Personne ne va te reconnaître pour remercier en silence, mais c'est là que se forge la véritable force, en regardant ce que tu as et en décidant malgré tout d'aller chercher plus. Ne confonds pas la gratitude avec l'auto-illusion. Remercie, mais ne t'endors jamais. La gratitude lucide est le point de départ, pas la fin du chemin. 6. Fais des pauses pour retrouver la clarté. La vérité est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez pour voir ce qui leur arrive vraiment. Ils vivent poussés par la hâte, par l'urgence de faire, de résoudre, d'être partout, convaincus que s'ils s'arrêtent ne serait-ce qu'une minute, ils perdent le contrôle ou prennent du retard.
Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette impulsion constante d'avancer, d'accumuler des heures d'activité et de répondre à chaque demande est exactement ce qui leur vole la clarté et le calme qu'ils recherchent tant. Il n'y a pas de force intérieure possible si tu ne te donnes jamais la permission de t'arrêter. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas non plus voir. L'esprit saturé commence à déformer la réalité. Il exagère des problèmes mineurs, perd le sens de l'important, s'étouffe dans des détails sans poids. Sans pause, tu deviens la victime de ton propre désordre mental. Ce n'est pas que la vie soit trop difficile, c'est que tu la rends insupportable en te refusant le droit de respirer et de regarder de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il y a des moments où tu continues à faire des choses juste parce que tu ne supportes pas le vide que laisse le silence. Il y a une peur silencieuse de te retrouver seul avec tes pensées, de faire face à ce que tu ressens vraiment lorsque l'exigence diminue et que le bruit s'estompe. Fuir le repos est une façon de fuir soi-même. Mais chaque fois que tu fuis la pause, l'esprit s'alourdit d'une dette invisible, émotions non traitées, jugements que tu ne remets jamais en question, tensions qui s'accumulent jusqu'à intoxiquer ton caractère. Tu ne peux pas attendre la clarté si tu ne stoppes jamais le flux. La fatigue mentale est plus dangereuse que la fatigue physique, car elle ne se remarque pas jusqu'à ce que tu commences à mal réagir, à voir tout plus sombre, à perdre la perspective et la compassion. Tu n'es pas productif en supportant le rythme. Tu deviens juste plus maladroit et moins lucide chaque fois que tu insistes à ne pas t'arrêter. La pause consciente n'est ni oisiveté ni paresse. C'est un investissement délibéré dans ta propre stabilité. C'est arrêter la marche juste assez pour retrouver de la distance, pour observer le panorama sans la pression de l'urgence. Lorsque tu te donnes cette licence, même pour quelques minutes, le poids mental commence à se relâcher. Tu découvres que beaucoup de préoccupations n'étaient que des répétitions automatiques, que beaucoup de colère était une accumulation de fatigue, que la plupart de tes décisions hâtives sont dues à un manque d'espace entre un stimulus et ta réponse. La pause est le filtre le plus efficace pour les distorsions internes. C'est là qu'émerge l'une de ces vérités inconfortables. Celui qui ne s'arrête pas se trompe plus. Celui qui se permet de s'arrêter retrouve le contrôle et la perspective. C'est inconfortable au début parce que l'habitude de l'auto-exigence va te crier de continuer, qu'il y aura bien le temps de se reposer après. Mais le après n'arrive jamais, et ainsi passe la vie, sans clarté, sans pause, sans direction. Tu n'as pas besoin de vacances ni de retraite spirituelle pour retrouver la clarté. Il suffit de t'arrêter vraiment plusieurs fois par jour, même si ce n'est que 5 minutes. Ferme la porte, éteins les notifications, respire et observe comment est ton esprit. Demande-toi, sans anesthésie, est-ce que j'agis depuis la fatigue, depuis la réaction ou depuis la clarté? Rien que cette question, dans cet espace bref d'honnêteté, peut te redonner le pouvoir que tu offres chaque jour à la hâte et au chaos. Le muscle de la clarté se renforce dans les pauses. C'est là que la confusion se filtre et que l'on retrouve la force de mieux décider. La pause n'est pas une faiblesse, la pause est une stratégie. Celui qui ne s'arrête pas se perd lui-même. Fais des pauses. Retrouve la clarté. Ne continue pas à avancer aveuglément dans une vie que tu n'as pas décidé de vivre. 7. Réfléchis avant de dormir. Tu éteins la lumière et le silence te frappe avec tout le poids de la journée. Il ne s'écoule même pas 3 minutes que l'esprit commence à repasser des scènes, des gestes, des mots mal dits ou non dits, des décisions que tu n'as pas encore closes. Malgré la fatigue, les images reviennent, la discussion où tu as perdu le contrôle, le message que tu as évité de répondre, la petite trahison de tes propres principes par confort ou peur. Tu n'as pas besoin d'inventer de grands drames pour savoir qu'à la fin de la journée, l'esprit se repose rarement en paix. La plupart se rend simplement au sommeil en repoussant les pensées inconfortables à demain,
comme si l'oreiller suffisait à réinitialiser la conscience. Mais la dette s'accumule. Chaque nuit où tu dors sans passer en revue ta journée, tu renforces le cycle d'inconscience et répètes les mêmes erreurs le lendemain. La réflexion nocturne n'est pas un acte mou ni une auto-assistance déguisée en spiritualité. C'est un mécanisme stratégique pour briser la chaîne de la réaction automatique. Si tu ne te demandes pas, avec une brutalité honnête, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait et ce que tu aurais pu faire mieux, tu te condamnes à répéter le même scénario. Le stoïcisme l'a compris il y a des millénaires. Sénèque recommandait, chaque nuit, de passer en revue les actions de la journée, comme si tu étais ton propre juge et témoin. Pas pour te punir, mais pour entraîner le muscle de l'autocritique lucide, celui qui te permet d'ajuster le cap avant que les erreurs ne s'enchaînent et ne déforment ton caractère. Réfléchir avant de dormir est le filtre final. La question est simple. Oses-tu regarder en face et sans excuse ce que tu as fait aujourd'hui? Le mécanisme psychologique est aussi clair qu'inconfortable. Sans révision, l'esprit s'accommode, justifie, maquille et oublie rapidement ce qui fait mal. Mais si avant de dormir, tu prends 5 minutes pour t'interroger sans anesthésie, à quel moment as-tu cédé à l'impulsion? Quand as-tu choisi la paresse? À qui as-tu failli? De quoi peux-tu vraiment être fier? Tu commences à clore des cycles internes et à éviter que la culpabilité, l'auto-illusion ou l'autosatisfaction ne s'enracinent. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais d'éviter la dérive. L'entraînement nocturne est la dernière défense contre l'inconscience. Si tu ne corriges pas aujourd'hui, demain sera plus difficile. Ce que tu ne révises pas se répète. Cette habitude est inconfortable, car elle t'oblige à soutenir le regard sur ce qui est désagréable. Mais c'est ainsi que tu deviens maître de tes réponses, et non esclave de l'inertie. L'analyse quotidienne te donne la carte réelle de tes avancées et de tes fractures. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu peux tromper le monde, mais pas ta conscience quand tu éteins la lumière et que tout le superflu cède. La réflexion n'est pas une punition, c'est une autocorrection. Si tu n'oses pas vraiment voir ta journée, tu n'as pas non plus le droit de réclamer un demain différent. La répétition sans révision est la recette de la médiocrité. La croissance exige de l'inconfort. Peu importe à quel point tu es fatigué, 5 minutes d'honnêteté valent plus que 8 heures de repos inconscient. L'esprit se renforce quand il clôt la journée avec des questions inconfortables et des réponses réelles. L'excellence s'entraîne dans l'invisible, dans la révision silencieuse avant le sommeil. Ce que tu révises, tu peux le transformer. Ce que tu nies te gouverne. Fais de la clôture de la journée ton exercice le plus stratégique. L'esprit qui ose se voir sans masque est celui qui peut vraiment changer. 8. Choisis la simplicité. Rejette l'excès. J'ai du mal à l'admettre, mais j'ai construit une grande partie de ma vie sur le piège de l'excès. Je m'en rends compte chaque fois que j'ouvre un tiroir et que je trouve des objets que je n'utilise pas. Lorsque je consulte mon agenda et que je vois des rendez-vous que je ne souhaite même pas honorer. Lorsque je fais le tour dans ma tête des préoccupations qui ne m'appartiennent pas ou des attentes qui ne sont même pas les miennes. Il y a des jours où tout semble s'accumuler, engagement, souvenirs, opinion des autres, jusqu'à des sensations physiques comme la fatigue, l'inconfort dans les épaules, le léger bourdonnement de tant de tâches en attente. Le pire, c'est que souvent je sens que si je cesse d'accumuler, si je lâche quelque chose, je vais me retrouver vide, comme si ma valeur personnelle dépendait du nombre de choses que je porte sur moi. L'excès se déguise en abondance, mais c'est juste un poids silencieux qui déforme la clarté. L'esprit saturé fonctionne de la même manière qu'une pièce encombrée d'objets. Chaque stimulus supplémentaire, chaque obligation acceptée par peur ou pression sociale, chaque souvenir inutile que tu refuses de lâcher occupe de l'espace et de l'énergie. Tu commences la journée avec la tête pleine de choses à faire. Tu traverses la journée en passant d'une préoccupation à l'autre. Et tu termines épuisé sans savoir exactement ce qui était vraiment important. La culture te vend que plus c'est mieux. Plus d'options, plus d'expériences, plus de relations, plus d'informations,
plus de succès. Mais la réalité est que l'excès te rend maladroit, dispersé, incapable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. La saturation n'est pas un symptôme de succès, c'est un signe que tu as perdu le contrôle de ton filtre mental. Le bien-être ne peut pas exister là où tout est surchargé. L'esprit a besoin d'espace pour retrouver sa force. S'observer de l'extérieur aide. La table pleine de papier, la boîte de réception qui ne se vide jamais, les conversations ouvertes que tu ne fermes jamais, les vêtements que tu ne portes pas mais que tu n'oses pas donner. Chaque objet, chaque engagement, chaque pensée est une décision non résolue. L'excès n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Tu t'habitues à porter de vieilles culpabilités, à maintenir des relations qui ne font que t'épuiser, à dire oui par peur de manquer quelque chose. Mais le coût de ce ne rien manquer est de se perdre soi-même. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque avertissait que la vie s'échappe pendant que tu la remplis de ce dont tu n'as pas besoin. La simplicité n'est pas pauvreté, c'est force sélective. Tu choisis ce qui a du sens et tu laisses aller tout ce qui vole de l'énergie et de la clarté. Pratiquer la simplicité est un acte de rébellion intérieure. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum, mais de couper avec l'idée que ta valeur dépend de combien tu accumules ou combien d'expériences tu peux montrer. La vraie force se construit dans l'espace que tu laisses libre pour l'essentiel. Tu peux noter la différence lorsque tu nettoies ton environnement et que tu commences à mieux respirer, lorsque tu refuses une invitation inutile et que tu ressens un soulagement dans ton corps, lorsque tu décides de ne pas donner ton avis dans toutes les conversations et que tu remarques que ton esprit devient plus léger. La simplicité n'est pas sacrifice, c'est une stratégie de survie mentale. Ne confonds pas abondance avec plénitude. Ce qui remplit souvent étouffe. Ce qui est en trop stagne. Le véritable exercice stoïque consiste à te poser la question sans peur, cela ajoute-t-il ou cela occupe-t-il simplement de l'espace? Chaque objet, chaque pensée, chaque relation devrait passer ce filtre. Il n'y a pas de bien-être possible dans la saturation, seulement de la fatigue déguisée en activité. Choisis la simplicité, même si cela te dérange, même si tu penses que tu deviens invisible ou moins précieux en ayant moins. La force se remarque dans l'espace que tu défends, pas dans ce que tu accumules. Simplifier n'est pas abandonner, c'est récupérer le pouvoir de décider ce qui mérite ton énergie. Vivre simplement, c'est vivre fort. L'accumulation est une fuite silencieuse de pouvoir. La simplicité est le muscle de la clarté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Beaucoup d'hommes atteignent un âge où la jeunesse et l'apparence ne servent plus de monnaie d'échange. À ce moment-là, la réalité frappe. Aucun artifice superficiel n'est suffisant pour gagner le respect qu'ils désirent en silence. Ce qui sépare les hommes véritablement admirés des autres n'a rien à voir avec le fait d'avoir plus d'argent, de muscles ou de charisme fin. C'est le poids invisible de leur caractère qui parle avant eux. Il ne s'agit pas de paraître invulnérable, mais de forger une solidité interne qui ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. La vérité est inconfortable. Tant que tu cherches une validation à l'extérieur, tu resteras faible à l'intérieur. Le respect et l'attraction authentique ne se négocient pas. Ils se construisent à partir d'une discipline de fer, de la capacité à supporter le coup psychologique de tes décisions, de l'autarcie émotionnelle et de l'honnêteté brutale envers soi-même. L'homme irrésistible n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui sait quand se taire et à quoi il prête attention. Ce n'est pas celui qui fuit son histoire, mais celui qui l'affronte et l'intègre. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses ni pour le victimisme. Soit tu te transformes en l'architecte de ton propre respect, soit tu te résignes à l'irrélevance. La maturité
est la véritable force. Voici l'invitation. Arrête de te comparer et commence à entraîner le muscle le plus important, ton caractère. Personne ne respecte une façade. Seule la cohérence et le but laissent une empreinte. 1. Cultive le silence comme une force intérieure. La plupart des hommes aujourd'hui échouent parce qu'ils sont incapables de se taire. Je ne parle pas seulement de la bouche, mais de la compulsion d'opiner, de réagir, de se remplir de distractions et de bruit mental. Il y a une faiblesse chronique chez celui qui ne supporte pas son propre silence, car c'est là que surgissent les vérités inconfortables sur ce que vous êtes, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous avez laissé pourrir à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas être en silence, vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même. C'est aussi simple que cela. Un homme qui dépend du bruit extérieur, qu'il s'agisse de validation, de divertissement, de réseaux sociaux, du besoin constant d'expliquer ou de justifier chaque mouvement, est un homme qui vit sur la défensive, perdu dans son propre chaos. Le silence n'est pas l'absence d'action, c'est le contrôle absolu sur votre monde intérieur. C'est la capacité d'observer vos impulsions sans agir comme une marionnette de vos émotions. Lorsque vous cultivez le silence, vous entraînez le muscle de la patience et de la clarté. Vous n'êtes pas le premier à sauter pour répondre, à chercher des excuses, à vous plaindre. N'importe qui peut remplir l'air de mots. Très peu ont suffisamment de contrôle pour se taire et écouter, pour analyser avant de faire un pas. Le silence sélectif est l'outil qui sépare l'homme qui dirige de l'homme qui ne fait que réagir. Les excuses pour ne pas pratiquer le silence sonnent toujours de la même manière. C'est comme ça que je suis. Si je ne le dis pas, j'explose. Je dois me défendre. De pure justification de quelqu'un qui craint de se confronter à lui-même. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous restez silencieux au milieu d'une discussion ou d'un conflit ? Vous réalisez que la plupart des attaques externes n'ont pas de poids, que le véritable défi est de ne pas vous trahir vous-même par une réaction automatique. Être silencieux n'est pas être soumis. C'est refuser de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne construit pas votre respect de soi. Celui qui maîtrise le silence maîtrise sa présence. Celui qui maîtrise sa présence impose le rythme de n'importe quel environnement dans lequel il entre. C'est une vérité inconfortable. Votre capacité à vous taire et à observer vous rend imprévisible, difficile à manipuler et beaucoup plus attrayant. La faiblesse se cache derrière le bruit et les mots faciles. La force se forge dans l'espace où personne d'autre ne peut entrer. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit lorsque vous avez le contrôle. L'homme qui cultive le silence comme force intérieure devient son propre filtre. Choisis ce qui mérite son énergie et ce qui ne la mérite pas. Arrête d'être esclave de tes mots. Les hommes forts parlent moins et observent plus. Le défi est simple mais brutal. Restez silencieux 2 fois plus longtemps que ce que vous aimeriez. Ressentez le poids de votre silence et apprenez à le porter. Ce n'est qu'alors que vous commencerez à construire la véritable base de votre respect. 2. Concentre ton attention sur ce qui compte. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone et la première chose que tu remarques est une avalanche de messages, de notifications, de nouvelles que tu n'as pas demandées, d'opinions extérieures, des gens qui se battent pour ton attention depuis la première seconde. Tu vas aux toilettes, tu reviens, tu ouvres une application, tu perds 5 minutes. Tu fais du café, tu vérifies à nouveau ton téléphone. Tu sors dans la rue et ta tête est déjà pleine de choses que tu n'as pas choisi de penser, de ressentir ou de porter. C'est la norme pour la plupart. Dispersion, micro-distraction, l'attention fragmentée en 1000 morceaux que tu ne te souviens même plus à la fin de la journée. Mais voilà le piège, car ton énergie ne peut être à un seul endroit à la fois. Si tu laisses l'environnement décider à quoi tu prêtes attention, tu deviens un homme sans direction, à la merci de n'importe quel stimulus bon marché. Le respect que tu crois mériter commence par ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Quand tu prends conscience de cela, tu es obligé de te poser une question inconfortable. À quoi dépenses-tu ta vie, minute par minute ? Il ne s'agit pas seulement de productivité ou du conseil typique de « sois plus efficace ». C'est plus profond que cela.
Je parle de la capacité à identifier l'essentiel et à protéger ton attention comme si c'était ta ressource la plus rare. L'homme qui ne sait pas filtrer finit par vivre à crédit, piégé dans l'agenda des autres, contaminé par des informations inutiles et des opinions extérieures. L'attention n'est pas un luxe, c'est la monnaie avec laquelle tu achètes ton propre avenir. Chaque fois que tu te distrais, que tu te laisses emporter par le courant du trivial, tu accumules une dette invisible envers l'homme que tu veux être. La plupart préfèrent ne pas penser à cela, car cela implique d'accepter qu'ils ont offert des années à la distraction, qu'ils ont permis à l'extérieur de dicter leurs priorités. Mais il n'y a pas de respect, ni pour soi-même, ni pour les autres, pour celui qui ne contrôle pas son attention. Si tu veux vraiment être attirant, tu as besoin d'un esprit qui choisit à quoi il s'engage. Tu ne peux inspirer personne si tu vis de manière dispersée. L'attention est la base de toute construction sérieuse, relation, projet, discipline, même ton bien-être émotionnel. Quand tu as clairement en tête ce qui compte et que tu agis en conséquence, tu commences à montrer un type de sécurité qui ne se feint pas, car elle vient de savoir que ton temps n'est pas en solde. La réalité est brutale, ton attention définit ta vie. L'homme qui contrôle son attention contrôle son destin. Pas besoin de chercher des secrets complexes. Le défi est d'apprendre à dire non, à laisser passer ce qui n'ajoute rien, à ne pas prêter ton énergie à ce qui ne fait que diminuer. Le respect se construit dans le silence, mais se maintient avec attention. Si tu veux que le monde te valorise, commence par protéger ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses grandir dans ta tête. L'attention est ton épée et ton bouclier. Utilise-la avec intention. 3. Fais de la discipline une habitude inébranlable. Je vais être honnête, le mot « discipline » ne m'a jamais plu. Pendant des années, je l'ai évité parce que je l'associais à la punition, à la rigidité, à une sorte de vie sans goût ni marge pour l'imprévu. Je me justifiais en disant que la créativité a besoin de chaos, que la vie est trop courte pour vivre enchaîné à des routines. Mais après suffisamment d'échecs, de déceptions et de promesses brisées envers moi-même, j'ai dû accepter une vérité difficile à digérer. Derrière chaque objectif non atteint, chaque rêve qui s'est flétri dans un coin de mon esprit, se trouvait le manque de discipline. Ce n'était ni le destin, ni la malchance, ni une conspiration de l'univers. C'était une simple incapacité à maintenir des habitudes inconfortables jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de moi. La plupart des gens cherchent la motivation, mais la motivation est une ressource fugace. La discipline, en revanche, est le mécanisme qui te permet d'avancer même quand tout en toi veut t'abandonner. Si tu l'analyses de près, tu verras que la discipline n'est pas une question de volonté infinie, mais de prendre des décisions stratégiques concernant ton environnement, tes horaires et tes schémas de récompense. L'erreur la plus courante est de laisser tout à l'improvisation. Penser que tu vas t'entraîner quand l'envie te prend, que tu vas lire quand tu auras du temps, que tu vas atteindre tes objectifs quand tu en auras envie. Cela ne fonctionne pas ainsi avec l'esprit humain. Notre cerveau cherche le chemin le plus facile, le plaisir immédiat, l'évasion au moindre effort. Si tu ne mets pas de barrière, si tu ne conçois pas de rituel qui automatise l'important, tu finis esclave du confort. Il ne s'agit pas d'être un robot. Il s'agit de reconnaître que chaque habitude est un investissement à long terme. Chaque répétition est une brique dans la structure de ton caractère. La discipline n'est pas glamour, c'est de l'ingénierie intérieure. Beaucoup croient que la discipline est synonyme de sacrifice interminable, mais en réalité, c'est le contraire. C'est le seul chemin vers la liberté authentique. Lorsque tu contrôles tes habitudes quotidiennes, l'heure à laquelle tu te lèves, ce que tu manges, la façon dont tu entraînes ton corps et ton esprit, tu commences à remarquer que la vie cesse de ressembler à une collection d'obligations et devient une plateforme de lancement. Les hommes qui n'ont pas de discipline vivent piégés dans une boucle de culpabilité et d'excuses, attendant toujours le moment parfait pour commencer. Ce moment n'arrivera pas. Tu dois le forcer. Fais de la discipline une routine non négociable, pas une exception.
La constance, même si elle est inconfortable, est le seul moyen de construire le respect de soi. L'homme véritablement attirant est celui qui tient ses promesses, surtout celles qu'il fait en solitude, quand personne ne regarde. Rien ne génère plus de magnétisme que la fiabilité silencieuse. Il y a une phrase qui ne manque jamais. La discipline est la base de toute transformation. Si tu laisses chaque jour dépendre de ton humeur, ta vie sera une séquence de débuts et d'abandon. Si, en revanche, tu transformes la discipline en habitude, le progrès devient inévitable, presque automatique. Personne ne forgera ton caractère à ta place. Choisis l'inconfort de la discipline maintenant ou l'amertume d'un futur sans respect. La décision te reviendra toujours. 4. Sois maître de tes émotions, pas leur esclave. Regarde n'importe quel homme dans une salle pleine, non pas pour ce qu'il dit, mais pour la façon dont il réagit lorsque quelque chose le déstabilise. Les émotions, pour la plupart, sont comme un liquide se déversant sur une table inclinée. Il suffit d'un mot, d'un regard, et elles débordent, salissant tout autour. Tu vois les poings serrés sous la table, la mâchoire tendue, un tic dans le sourcil, juste avant de répondre plus fort que nécessaire. Les émotions ne sont pas l'ennemi, mais elles sont un mécanisme qui, si tu ne le maîtrises pas, te maîtrise. La différence entre celui qui gouverne sa vie et celui qui la survit se trouve dans ces secondes microscopiques où quelque chose te provoque, et tu décides si tu vas être maître de ta réaction ou juste un pion de tes impulsions. Contrôler n'est pas réprimer, c'est transformer. C'est transformer la chaleur en direction, la colère en clarté, la tristesse en but. Un homme qui succombe à la colère ou à l'anxiété face à quoi que ce soit qui ne se passe pas comme il le souhaite, a la solidité d'une feuille dans le courant. Personne ne lui fait confiance, même pas lui-même. Il y a un moment presque imperceptible avant l'explosion. Cet instant où tu sens comment le corps se tend, la respiration se raccourcit, le sang monte à ton visage. Beaucoup ne le remarquent même pas. Ils sont déjà en train de dire, de crier, de défendre des positions auxquelles ils n'ont même pas réfléchi, comme s'ils avaient un ressort interne programmé pour sauter. Le véritable respect naît lorsque tu es capable d'identifier ce ressort et de lui mettre un poids dessus. Seuls les hommes immatures croient que l'authenticité est de vomir tout ce qu'ils ressentent sans filtre ni stratégie. La maturité se reconnaît chez celui qui peut tout ressentir, mais ne se laisse pas emporter par quoi que ce soit. Si tu veux te respecter et que les autres te respectent, tu dois pratiquer l'art de t'arrêter, d'observer l'émotion sans en faire ton identité. Tu n'es pas ta colère, ni ta peur, ni ton euphorie. Tu es celui qui décide quoi en faire. L'autosuffisance émotionnelle est une compétence entraînable. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, ni de porter un masque de dureté. Il s'agit de comprendre que chaque émotion est un message, pas un ordre. Tu peux ressentir de la déception sans la transformer en ressentiment, de la frustration sans tomber dans l'autocompassion, du désir sans en être l'esclave. Les émotions n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Le respect de soi et l'attraction authentique commencent lorsque tu deviens le gardien de ce pouvoir. Tu n'es pas tes impulsions, tu es l'architecte de tes réponses. Cela, et rien d'autre, est la force. Ne te laisse pas emporter chaque fois que le monde te pousse. Entraîne la pause, la réflexion, la transformation. L'homme qui se retient au moment de la pression maximale est le seul véritablement libre. 5. Fais les paix avec ton histoire personnelle. Ta pire faiblesse est de continuer à croire que ton histoire personnelle te définit pour toujours. Peu importe le nombre de réalisations que tu accumules, si tu traînes la honte, la haine ou la culpabilité de ce que tu as été, tu ne relèveras jamais vraiment la tête. Les hommes les plus médiocres que je connais sont ceux qui vivent enchaînés à leur passé, justifiant chaque échec actuel par de vieux traumatismes, des erreurs d'autrui ou la fantaisie de « je n'avais pas le choix ». Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la lâcheté déguisée en autocompassion. Personne ne te doit rien pour ce que tu as souffert, ni pour ce qui t'est arrivé de mal. Continuer à utiliser ton histoire comme excuse ne fait que prouver que tu préfères être otage plutôt qu'architecte de ton présent.
Si un homme adulte continue à blâmer sa famille, une ex, le pays ou l'époque dans laquelle il est né pour ce qu'il est aujourd'hui, il a décidé d'abdiquer son pouvoir. Et la vie ne respecte pas ceux qui se rendent avant de se battre. Fais les paix avec ton histoire, ou elle te fera payer tous les jours. Le passé n'est pas une condamnation, c'est une matière première. Si tu continues à regarder ta vie à travers le filtre de ce que tu n'as pas eu, de ce qu'on ne t'a pas donné ou de ce que tu as perdu, tu ne feras que répéter le même cycle d'auto-apitoiement et de sabotage. Tu n'es pas spécial à cause de tes blessures, tu n'es pas intéressant à cause de tes cicatrices. Tu deviens précieux seulement lorsque tu es capable de regarder tout ce qui t'est arrivé, le bon et le pourri, et de décider ce que tu vas en faire maintenant. L'acceptation radicale n'est pas de la résignation, c'est une brutalité lucide. Voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai, et à partir d'ici, personne ne va écrire mon scénario sauf moi. Ceux qui séduisent par la victimisation finissent par attirer la pitié, jamais le respect ni l'admiration. Les gens perçoivent qui marche en traînant des chaînes invisibles et qui se lève malgré le poids de sa propre biographie. La véritable transformation commence lorsque tu cesses de négocier avec ton passé et assumes le coup d'être toi-même, sans histoire ni déguisement. Si ton histoire te humilie, utilise-la comme moteur, pas comme frein. Si ton histoire te fait honte, transforme-la en preuve que tu as survécu. Mais il est temps d'arrêter de chercher du réconfort dans le récit selon lequel tu as fait ce que tu as pu. Le respect ne se construit pas sur des excuses, il se bâtit sur des décisions difficiles. L'homme attirant n'est pas celui qui nie son histoire, c'est celui qui l'intègre, apprend et avance sans demander la permission. Fais les paix avec ton histoire, où tu voles la puissance de tout ce que tu peux devenir. Il n'y a de présent que pour celui qui enterre ses excuses. Ton passé n'est pas une sentence, c'est du matériel de construction. La différence entre admiration et pitié réside dans la façon dont tu te rapportes à ce que tu as vécu. Décide. 6. Cherche la vérité, même si cela dérange. La plupart des hommes ne échouent pas par manque d'intelligence ou d'opportunité, mais parce qu'ils préfèrent se mentir plutôt que d'affronter la vérité qui dérange. C'est la racine de presque toute médiocrité. L'autotromperie systématique, l'habitude d'adoucir, de cacher ou de rationaliser ce qu'ils ne veulent pas voir. Il y a une force brutale à regarder en face ses faiblesses, mais peu osent le faire car la vérité n'a pas de compassion. Elle t'oblige à accepter que tu n'es pas aussi discipliné que tu le pensais, que ton caractère a des fissures, que beaucoup de tes décisions ont été lâches ou automatiques, que tu répètes des schémas que tu as juré de surmonter. L'homme ordinaire choisit le soulagement de l'ignorance. Il préfère masquer le malaise, blâmer le contexte, embellir le récit de sa vie jusqu'à se convaincre que tout est sous contrôle. Mais ce soulagement est un luxe coûteux. Tôt ou tard, la facture arrive et les intérêts se paient sous forme de respect de soi perdu, de relations qui se brisent, de rêves qui pourrissent dans le silence. La vérité a le poids inconfortable de l'irréversible. Une fois que tu la vois, tu ne peux plus revenir en arrière sans te trahir. Chercher la vérité, même si cela fait mal, est une habitude qui commence dans l'intime. La façon dont tu justifies tes vices, la manière dont tu édites ton histoire pour ne pas ressentir de honte, le mécanisme invisible par lequel tu te convaincs que tu le surmonteras un jour, tout en continuant à reporter l'essentiel. L'esprit est expert dans la fabrication d'excuses, dans la distorsion de la réalité pour protéger ton image fragile de toi-même. Mais chaque mensonge que tu te racontes est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ton potentiel. Le stoïcisme n'est pas seulement résister à la douleur extérieure, c'est avoir le courage de désarmer tes propres illusions, d'identifier les filtres avec lesquels tu juges les autres et toi-même, et d'accepter que ton ego est souvent le pire conseiller. La véritable liberté commence lorsque tu es capable de te dire la vérité sans embellissement, sans anesthésie émotionnelle. Le respect et l'attraction que tu cherches naissent de cette transparence radicale. L'authenticité n'est pas de te déclarer parfait, c'est de montrer que tu as la capacité d'affronter ce que tu es et malgré tout, décider de grandir.
Aucun homme ne peut diriger, inspirer ou aimer véritablement s'il ne s'est pas entraîné à l'inconfort de l'auto-examen honnête. La vérité ne négocie pas avec tes désirs. Ce que tu n'oses pas regarder te contrôle depuis l'ombre. Tu peux construire une façade pendant des années, mais l'intégrité ne se forge que lorsque tu choisis la vérité, même si cela détruit une partie de ton ancien récit. Ne cherche pas de réconfort dans des explications confortables. Cherche la rudesse de ce qui est. Entraîne ce muscle. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, tu deviens plus solide à l'intérieur, moins manipulable et beaucoup plus respectable. La maturité commence lorsque tu cesses d'avoir peur de ce que tu es capable de voir. 7. Donne sans attendre de reconnaissance. Tu marches dans la rue et quelqu'un te demande une direction. Tu expliques sans rien attendre. Ou tu paies le café au bureau et ton collègue ne le remarque même pas. Tu fais une faveur, un geste, un effort supplémentaire et bien souvent le silence est la seule réponse. À l'intérieur, quelque chose bouge. Une partie de toi aimerait au moins un merci, un regard de reconnaissance, un petit paiement invisible qui compense l'effort. Le mécanisme est simple. Depuis l'enfance, on nous apprend à associer valeur avec récompense, avec attention, avec la confirmation que ce que nous faisons a un écho à l'extérieur. Mais voici le piège. Si ta générosité dépend de la validation externe, elle ne sera jamais plus qu'un investissement intéressé. Et ce calcul, aussi petit soit-il, devient une fracture dans le caractère. L'homme qui donne seulement en attendant en retour du respect, de l'affection ou de la visibilité, hypothèque son énergie à la réaction des autres. C'est un mécanisme de dépendance qui l'enchaîne à l'opinion d'autrui, même s'il le nie. La conséquence est évidente. Chaque fois que la reconnaissance n'arrive pas, une sensation de dette émotionnelle, de frustration s'installe, comme si on lui devait quelque chose qu'il n'a jamais convenu ouvertement. Ainsi, le ressentiment s'accumule, le cynisme, une sorte de fatigue morale qui finit par drainer la volonté de continuer à donner. C'est pourquoi la plupart deviennent avares de leurs actes. Ils n'aident que là où ils voient l'applaudissement ou le retour assuré. Le résultat est une médiocrité en chaîne. La décision stratégique est autre. Donner sans rien attendre, agir selon un code interne qui ne soit pas négociable en fonction de la réaction de l'environnement. Non pas parce que tu es un saint, ni pour rechercher une supériorité morale, mais parce que tu comprends que le véritable pouvoir réside dans le fait d'être maître de tes propres standards. Seul celui qui donne par conviction, sans l'urgence de la reconnaissance, entraîne une autonomie réelle. Son estime de soi ne se gonfle ni ne se dégonfle en fonction de la réponse des autres. Il y a une différence abyssale entre donner parce que c'est le moment et donner parce que tu as décidé de devenir la source, non le mendiant de l'appréciation des autres. Si tu deviens la source, ton respect de soi grandit, car tu sais que personne ne peut te voler l'essentiel. La décision d'agir selon tes valeurs, pas selon la gratitude que tu reçois, c'est la racine de la véritable autorité. Donner sans attendre est la forme la plus élevée de liberté. Tu n'as pas besoin de témoins pour vivre en cohérence. L'impact que tu génères lorsque tu agis ainsi est beaucoup plus profond et durable, même s'il passe inaperçu en surface. Au final, ce que tu donnes sans attente est la seule chose qui t'appartient vraiment. Le reste est du commerce émotionnel déguisé. Entraîne-toi à briser le réflexe de regarder autour de toi en attendant une réponse. Donne parce que tu peux, parce que tu choisis de le faire, parce que c'est ainsi que tu te construis. Le reste est accessoire et l'admiration sincère arrive seulement quand tu n'en as pas besoin. L'homme qui donne sans facturer des faveurs est toujours au-dessus de la dette sociale. Ton héritage ne se mesure pas en applaudissements, mais en ce que tu laisses sans réclamer. C'est la différence entre un homme libre et un homme dans le besoin. 8. Trouvez et suivez un but personnel. Je vais dire quelque chose qui est difficile à admettre à voix haute. Pendant des années, j'ai porté un sentiment persistant d'être de trop, comme si ma vie était une séquence de mouvements automatiques, des routines recyclées, des engagements que je n'avais jamais vraiment choisis. J'entrais dans un bureau,
Je saluais avec un sourire forcé. Je m'asseyais devant un écran et je sentais la journée glisser sans laisser de traces. C'était comme si l'énergie s'échappait par une fissure invisible, non pas par manque de force physique, mais parce qu'au fond, il n'y avait aucune direction concrète qui me faisait serrer les dents et dire « Maintenant oui, je fais ça pour moi, pas pour le scénario que quelqu'un d'autre a écrit ». Quand je regardais d'autres hommes dans la rue, je pouvais voir le même geste, le regard perdu en attendant le métro, le dos légèrement voûté, les yeux rivés sur n'importe quel écran, pour ne pas affronter le vide, laissé par des journées sans sens. Le corps le sait avant l'esprit. Les épaules pèsent, la voix s'éteint, les projets restent dans les tiroirs, parce que l'essentiel ne brûle pas à l'intérieur. Et là, j'ai compris que le respect que tu cherches à l'extérieur n'apparaît que lorsque tu as quelque chose pour lequel tu es prêt à être inconfortable, à rester seul, à échouer en sachant que l'échec en vaut la peine si c'est pour quelque chose qui t'appartient. Il n'y a pas de magnétisme chez celui qui se déplace par imitation, juste une répétition fatiguée de ce qu'il faut faire. Le but personnel n'est pas une révélation mystique ni une étiquette de développement personnel. C'est une décision constante. Définir pourquoi tu te lèves, ce que tu refuses d'abandonner, même si tout devient difficile. Quelle est la cause pour laquelle tu tolères l'inconfort et supportes le poids de l'incertitude? Tu le ressens physiquement. La respiration devient plus profonde lorsque tes actions comptent. La fatigue pèse moins. Les jours semblent avoir un tranchant et une texture, au lieu d'être une masse amorphe d'obligations. L'homme sans but dérive. Il est facile à manipuler parce qu'il n'a pas de filtre réel. N'importe quelle tendance, n'importe quelle pression extérieure, n'importe quelle urgence d'autrui s'infiltre dans son agenda et le rend invisible même pour lui-même. Mais il suffit de décider d'une direction, même si elle est imparfaite, pour commencer à marcher différemment. Les amis le remarquent, le partenaire le ressent, même les adversaires perçoivent qu'il y a quelque chose d'intransigeant dans ta façon de te mouvoir. Le but est le seul antidote réel contre la sensation que tout n'a pas d'importance. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la permission de le choisir. Personne ne viendra te montrer le chemin qui en vaut vraiment la peine. Il n'y aura pas non plus de garantie de succès. Mais si tu t'entraînes à le suivre malgré la fatigue, les critiques, tes propres sabotages, tu commences à construire une autorité qui ne dépend ni de diplôme ni de titre, mais de la cohérence quotidienne. L'homme qui a un but ne négocie pas son énergie. C'est la différence entre celui qui vieillit en attendant et celui qui laisse une empreinte. Décide pourquoi tu vas te donner à fond et suis-le, même si tout tremble autour de toi. Le reste est du remplissage. 9. Construire le respect à travers la cohérence. Mets-toi devant un détecteur de mensonges, mais sans fils ni machine. Ton propre corps réagit chaque fois que tu agis contre ce que tu dis ou penses. La sueur froide lorsque tu acceptes un accord que tu méprises, l'inconfort dans l'estomac lorsque tu souris à quelqu'un que tu détestes, la fatigue brutale après une journée pleine de petits pactes rompus avec toi-même. Personne n'a besoin de te découvrir. Tu paies déjà le prix sous forme d'anxiété, d'insomnie, de fatigue et de cette sensation de te trahir à crédit. L'incohérence est une fuite invisible qui draine ton estime de soi et te laisse vide à l'intérieur, même si extérieurement tu sembles fonctionnel, poli, voire réussi. Ce n'est pas le stress du travail, ni le manque d'opportunités qui te brise. C'est l'accumulation de ces petites concessions, ces décisions que tu justifies par des phrases confortables comme « ce n'est pas si grave »,« c'est comme ça que fonctionne le monde »,« demain je ferai différemment ». Mensonge. Le monde écrase ceux qui négocient leur intégrité pour une acceptation bon marché. Chaque fois que tu choisis le facile plutôt que le juste, tu renforces un mécanisme d'autodépréciation qui se voit dans ton regard, dans ta voix, dans ta posture. Si tu veux du respect, commence par arrêter de négocier avec toi-même comme si ta parole n'était qu'un papier mouillé. La plupart des gens craignent tellement l'inconfort social qu'ils deviennent des spécialistes de l'auto-justification. Je le fais pour ma famille. C'est juste un travail. Personne n'est parfait.
Excuse de ceux qui préfèrent le confort d'un dimanche éternel à l'inconfort de se tenir à ce qu'ils croient, même si cela entraîne rejet, solitude ou sacrifice. Ce n'est pas de l'adaptation, c'est de la lâcheté. L'homme cohérent dérange parce qu'il ne se déplace pas au rythme du groupe. Il n'a pas besoin d'expliquer ni d'embellir ses décisions. Sa présence pèse parce qu'il n'y a pas de fracture entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cette congruence est magnétique, car elle est rare. La cohérence ne s'achète pas. Elle se construit avec chaque décision inconfortable. Si tu t'es déjà demandé pourquoi il te coûte de te regarder dans le miroir après avoir cédé à ce que tu méprises, voici la réponse. Ton inconscient ne négocie pas avec les excuses, il enregistre seulement les faits. Il n'y a pas de respect de soi pour celui qui vit en contradiction. Tu peux gagner de l'argent, des amis et des abonnés en feignant une version de toi qui n'existe pas. Mais l'usure se fait sentir et, tôt ou tard, le château s'effondre. La véritable autorité intérieure se forge lorsque tu choisis l'inconfort de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde, lorsque tu te tais face au commérage, lorsque tu ne participes pas à des jeux déloyaux, lorsque tu dis non même si cela te coûte plus cher. La cohérence est la discipline des adultes. Il n'y a pas de raccourci ni de motivation magique. Juste la pratique quotidienne de ne pas te trahir, de transformer tes valeurs en action, de mettre ton énergie là où se trouve ta parole. Le respect se voit dans ton dos droit, dans ton regard clair, dans ta capacité à supporter le coup d'être toi-même, même dans les petites choses. Un homme qui vit en cohérence ne se sent jamais en dette. Si tu veux que le monde te prenne au sérieux, tu dois d'abord te prendre au sérieux, sans rabais, sans double discours et sans demander pardon pour te tenir à ce en quoi tu crois. 10. Fais du caractère ton plus grand attrait. Le caractère est la seule richesse que personne ne peut te ravir. Tu peux perdre ton emploi, ton partenaire, ta jeunesse, même ta réputation. Mais si ton caractère est solide, tu as toujours quelque chose qui te soutient, même lorsque tout le reste s'effondre. Le problème, c'est que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de définir ce que signifie avoir un caractère fort. Ils le confondent avec le tempérament, l'entêtement ou simplement le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais le vrai caractère est autre chose. C'est l'architecture invisible derrière chaque décision lorsque personne ne te regarde. C'est la cohérence qui maintient tes valeurs alignées avec tes actes, même lorsque cela implique de payer un prix social ou de rester temporairement à l'écart. Ce qui rend un homme irrésistible, ce n'est pas la perfection, mais la fiabilité interne. Ce sentiment que même si l'environnement exerce une pression, il ne négocie pas ce qui fonde sa dignité. L'attraction authentique naît de cette sécurité silencieuse, de la certitude qu'il ne se trahira ni par plaisir immédiat, ni par peur du rejet. Regarder à l'intérieur sans filtre est inconfortable, car cela t'oblige à voir les parties de toi-même que tu préférerais maquiller ou ignorer. Le caractère ne se hérite pas et ne se simule pas. Il se forge à travers des frictions quotidiennes, de petits choix où l'option facile est souvent de te trahir un peu pour t'intégrer ou éviter le conflit. L'auto-analyse honnête révèle combien de fois tu as cédé à la pression, combien de fois tu as faim pour plaire, combien de fois tu as trahi tes propres convictions pour le confort du groupe. Chacune de ces concessions laisse une empreinte, une fatigue subtile qui se transforme en manque de confiance en soi. C'est là le mécanisme le plus cruel. Plus tu te trahis, plus tu as besoin de la validation extérieure, plus tu dépends de cette approbation, plus tu es éloigné de la véritable force. Et l'ironie est brutale. Le respect et l'attraction ne viennent que lorsque tu n'en as plus besoin pour te sentir complet. L'entraînement du caractère commence le jour où tu cesses de chercher des excuses et assumes que ta parole, ton jugement et tes limites sont ta seule garantie de respect, tant pour toi-même que pour les autres. Ce n'est pas un processus confortable ni linéaire. Tu vas sentir le poids de la solitude, le bourdonnement des doutes, la tentation constante de rabaisser tes standards pour rendre la vie plus facile.
Mais chaque fois que tu choisis ce qui est difficile parce que c'est juste, chaque fois que tu maintiens ton jugement, même si ta voix tremble, tu renforces un muscle interne qui n'est pas visible, mais qui se perçoit dans tout ce que tu fais. L'homme qui fait du caractère son plus grand attrait n'a pas besoin de feindre la sécurité ni d'embellir son histoire. Sa présence suffit. Le caractère authentique impose le respect avant même de prononcer un mot. C'est la différence qui laisse une empreinte, celle qui ne vieillit pas, celle qui survit à toute mode ou crise externe. Si tu veux un véritable magnétisme, commence par entraîner le courage d'être toi-même, même si personne n'applaudit. Tout le reste est un décor qui s'effondre au premier vent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.